Écoutez, merci vraiment à tous. Si c'est possible, de ne garder ouvertes que les caméras d'Antoine et de Nicolas, ce serait super. Si tout le monde pouvait les fermer les siennes. Voilà. François, si tu peux couper ta vidéo. Caroline également. Jean-Paul également. Bonjour Jean-Paul, au passage. Et on va commencer. On va commencer d'abord par des remerciements. Vraiment, on a pu monter ce Cafénil très rapidement avec Antoine Pénière, président de la French Care et de Paris Santé Campus, et puis Nicolas, que vous connaissez également tous. Je crois que ça fait le troisième ou quatrième Cafénil Ouais, dont dans tu ces, dans nous ces honores. eaux-là, troisième ou Voilà. quatrième. Et par une étude qui est extrêmement intéressante dans un pays qui se cherche depuis très très longtemps sur un thème qui est un thème important, qui est la prévention. Et Nicolas avait réalisé pour les acteurs de la French Care et pour Paris Santé Campus une étude sur la macroéconomie de la prévention qui est tout à fait passionnante. Si elle pouvait déclencher un peu nos politiques plutôt que de nous sortir des mesures purement... bonjour Richard. Des mesures purement comptables et inégalitaires, peut-être que ça nous permettrait d'avoir un système moins cher et un système plus solidaire. Je crois d'ailleurs qu'on va monter un colloque là-dessus parce que ça commence à devenir un peu inquiétant et un peu fastidieux que de voir des mesures d'économie et des prises de décision qui sont purement comptables, alors qu'on est dans un système à l'heure actuelle qui est un système qui souffre de ne pas satisfaire à la demande du pays et en particulier de ses citoyens. Voilà. Antoine, Nicolas, je vous passe la parole. Peut-être Antoine pour un mot d'introduction? Oui, merci, tout le monde m'entend bien? Oui, c'est Ouais. Super. parfait. Eh ben, merci également Olivier et toute l'équipe de Café Nil. Moi, je suis ravi de retrouver Nicolas avec qui on a effectivement réfléchi et travaillé sur cette étude. Peut-être avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je laisserai à l'homme de l'art la parole sur les analyses médico-économiques. Quelques mots sur pourquoi est-ce que la French Care s'intéresse à ce sujet-là. Alors, j'avais éventuellement quelques slides si c'est jouable, mais sinon, je fais a cappella. Moi, je n'ai pas la main là pour partager si Germain peut me la donner, mais sinon, voilà. Donc, au départ, l'idée de la French Care, vous la connaissez, c'est vraiment d'arriver à créer un mouvement fédérateur qui rassemble tous les acteurs de la santé. Chaque filière, chaque discipline a son espace d'échange et de discussion, et ce qui est tout à fait important et logique. Mais il n'y a pas d'espace qui permet de rassembler justement ces différentes entités. On peut prendre l'exemple de l'industrie du médicament ou de l'industrie de la medtech ou de la partie hospitalière avec la conférence des DG de CHU ou d'autres structures comme ça qui ont tout un rôle très important d'animation de filière. Mais l'espace interfilière, finalement, les échanges et les discussions étaient assez faibles. Et donc, on a voulu vraiment créer cette communauté où tous les acteurs de la santé peuvent se retrouver, discuter ensemble et partager leur vision sur des grands enjeux santé et société. On a commencé à travailler sur différents sujets et la prévention rentre, à mon sens, vraiment dans cette logique-là, avec la volonté d'avoir une réflexion plurielle, pluridisciplinaire, qui donne, au-delà des enjeux médicaux qu'on approche bien, au-delà des preuves scientifiques, au-delà de différentes approches de santé publique, qui donne une vision vraiment globale et qui soit un déclencheur pour des éléments actionnables. Et c'est vraiment l'idée qu'on a voulu porter à travers ce travail, c'est d'avoir ensuite des actions et des points d'entrée très, très forts et très directs pour que tout le monde s'engage dans ces logiques de prévention. La bonne nouvelle, c'est qu'on en parle effectivement beaucoup. Il y a de l'affichage politique, il y a des ambitions, il y a des volontés, il y a quelques premières réalisations qui sont importantes. La France fait des choses. Mais l'idée vraiment de cette étude, c'était d'avoir des éléments qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, c'est avec toute cette communauté des acteurs de la French Care que vous voyez ici et dont certains ont participé, je vais les citer, à cette réflexion et à ce travail qu'on a poussé
cette logique-là. Et la French Care, c'est cette communauté qu'on a montée avec BPI qui s'élargit de jour en jour, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 600 membres qui portent justement ces grands sujets autour de la santé avec la vocation de les approcher vraiment avec cette logique de regard croisé qui lui donne du coup une force beaucoup plus importante. Sur la partie vraiment prévention, on a eu la chance de travailler avec plusieurs acteurs très engagés sur ces sujets. Vous les voyez ici, des correspondants de la MGEN, de Withings, de Merrio Equity Partners, de Biotech Dental et de Cerba Healthcare qui nous ont aidés vraiment à réfléchir aux problématiques et puis surtout à travailler sur la question des actionnables qu'on pouvait discuter à partir des données qui ont été rassemblées par le cabinet de Nicolas. Et donc, je voudrais les mettre en avant, les remercier beaucoup parce que c'est un travail particulièrement intéressant qu'ils ont permis de réaliser. Et ce que je vous propose, c'est de laisser tout de suite la parole à Nicolas pour regarder le détail des travaux qui ont été faits. Et puis, je reprendrai la parole, si ça vous va, pour partager quelques réflexions et actions qu'on peut mobiliser à partir de ces données-là et qui seront ensuite la base d'une discussion qu'on pourra avoir tous ensemble. Super. Merci Antoine, Olivier. Moi, ça faisait des années en fait que je rêvais que quelqu'un finance une étude pour qu'on ait une preuve de l'intérêt économique de la prévention. Donc vraiment, merci Antoine et à la French Care. Parce que je trouve qu'au fond, il y a un consensus scientifique hein, sur les questions de prévention primaire, prévention secondaire et même prévention tertiaire, même si c'est moins l'objet de l'étude. Mais en revanche, il manquait vraiment, et c'est un argument d'ailleurs hein, qu'on nous retournait souvent, c'est la preuve économique, c'est-à-dire montrez-nous que ça permet véritablement de faire des économies. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette étude, hein, qui est la première du genre en France. Donc Olivier, tu as eu tout à fait raison de dire que c'est une étude macroéconomique, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a regardé vraiment, je vais vous détailler un petit peu la logique, mais ce qu'on a regardé, c'est la façon dont, au fond, si on progresse, si on s'aligne sur les bonnes pratiques des pays de l'OCDE en matière de prévention primaire et secondaire, quelles sont les économies que fait l'assurance maladie quoi, à long terme. Grosso modo, c'est ça l'idée de l'étude. Donc, c'est très macro, mais ce qui est intéressant et ce qui était honnêtement même une surprise pour moi, hein, c'est qu'on arrive à des résultats qui sont très, très importants en termes de montant. Hein. Vous allez voir. On n'est pas du tout dans l'épaisseur du trait. Alors, juste quelques mots, je vais être très succinct hein, pour qu'on laisse la place au débat. Et puis, je vais essayer aussi de ne pas redire ce que j'ai déjà dit 3 ou 4 fois devant la plupart d'entre vous, parce que je reconnais certains d'entre vous devant lesquels je me suis déjà exprimé avec Antoine d'ailleurs quant à cette étude. Donc, je vais être succinct. Un premier, enfin, une demande quand même que l'on formule depuis qu'on a fait cette étude, depuis que mon équipe a réalisé cette étude, c'est le fait déjà qu'on manque beaucoup d'indicateurs de mesure de la prévention en France. En fait, pour faire cette étude, on était obligé de se benchmarker par rapport aux pays de l'OCDE, ce qui veut dire qu'on est obligé de restreindre notre étude aux indicateurs qui sont également des indicateurs utilisés dans les pays de l'OCDE. Et en fait, en France, ça représente à peu près une quinzaine d'indicateurs sur les dépistages, sur la vaccination, sur l'exercice physique, sur la consommation d'alcool, la consommation de tabac, etc. Et en fait, 15 indicateurs, c'est très peu, parce que pour vous donner un ordre de grandeur, ces 15 indicateurs couvrent des dépenses de prévention de l'ordre de 1,5 milliard d'euros par an. C'est, d'après nous, parce que ce sont des estimations, à peu près 10% seulement des dépenses totales de prévention. Et donc, vraiment, la première demande qu'on fait au pouvoir public, c'est de publier beaucoup plus d'indicateurs sur la prévention. Parce que là, on est un peu, vous savez, dans l'histoire de la personne qui cherche ses clés sous le lampadaire. C'est-à-dire qu'on travaille là où c'est éclairé. Alors, la bonne nouvelle, du coup, c'est que les résultats que je vais vous donner sont des résultats minimalistes, hein, qui sont sous-estimés, même fortement sous-estimés. Mais là, il y a quand même un premier sujet,
Et en réalité, d'ailleurs, ce n'est pas un sujet de conception des statistiques, hein, parce que dans notre système de santé extrêmement normé, pour être gentil, les indicateurs existent. Le problème, c'est que souvent, on n'y a pas accès. Voilà, c'est la raison pour laquelle je formule cette demande de façon très vive à l'égard des pouvoirs publics. Donc, peut-être un mot sur avant de passer à la quantification macro, mais sur les performances françaises en matière de prévention, parce que c'est intéressant. Il y a des domaines dans lesquels on est très bon et des domaines dans lesquels on est très mauvais. C'est très hétérogène. Alors, les domaines dans lesquels on est bon, alors ça c'est connu par exemple, c'est l'alimentation, hein, puisqu'on a une alimentation beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus, entre guillemets, méditerranéenne que la moyenne des pays de l'OCDE. Un domaine dans lequel on est très bon, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus, par exemple. Là, on est vraiment en haut de classement. La vaccination contre la grippe, on est très bon aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même des domaines dans lesquels on surperforme et il y en a d'autres dans lesquels on est très mauvais. Le tabagisme, l'alcool, la vaccination contre les papillomavirus et puis le dépistage du cancer colorectal. Je dis un tout petit mot là-dessus, hein, puisque vous savez qu'il y a un grand débat aujourd'hui dans beaucoup de pays pour élargir la cible du dépistage, qui en France couvre la tranche d'âge qui va de 50 à 74 ans. Et un certain nombre de pays, quand ils n'y sont pas déjà, sont en train de descendre à 45, voire à 40 ans, puisqu'il y a une montée de l'incidence des cancers colorectals dans cette tranche d'âge. Et nous, sur notre cible, on est seulement à 30%. Donc, imaginez si on élargissait la cible. Donc, on est vraiment très, très mauvais dans ce domaine-là. Alors, en même temps, et c'est la deuxième conclusion de l'étude, hein, donc la première, c'était on manque d'indicateurs, donnez-nous des indicateurs. La deuxième, c'est qu'on a des marges de progression qui sont quand même relativement simples, hein, qui sont tout à fait à notre portée, parce que progresser sur la vaccination contre les papillomavirus ou sur le dépistage du cancer colorectal, ou même d'ailleurs sur le dépistage du cancer du sein, franchement, c'est parfaitement à la portée d'un pays comme la France. Alors, je rentre maintenant un petit peu dans les calculs, même si la technique, évidemment, si vous avez des questions techniques, je vous renverrai vers Guillaume Moukala, qui, dans mon équipe, a réalisé ces travaux directement. Moi, je les ai suivis et je m'en fais le porte-parole, mais c'est bien évidemment mon équipe qui fait tous ces calculs économétriques extrêmement compliqués et précis. En fait, on a fait deux hypothèses. Première hypothèse, on a imaginé que la France, là où elle est sous la moyenne des pays de l'OCDE en matière de performance, montait à la moyenne des pays de l'OCDE en matière de prévention. D'accord ? Donc, vous voyez que, en fait, c'est un premier scénario qui n'est pas du tout ambitieux. On se dit que sur l'alcool, par exemple, sur la consommation d'alcool, hein, où on est moins bon que la moyenne des pays de l'OCDE, on s'aligne progressivement sur la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, vous voyez que c'est un scénario plutôt minimaliste. Et en fait, ce que montrent nos calculs, c'est que, alors sachant que l'alcool a le coût économique de la consommation excessive d'alcool est très important. D'ailleurs, grosso modo, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est quand même un point qu'il faut avoir en tête, tabac, obésité et manque d'activité physique, ça représente à peu près 85% du coût économique attribuable à l'absence de prévention. Donc, vous voyez que c'est quand même très concentré, et notamment sur le manque de prévention primaire. Donc, si on s'aligne sur la moyenne des pays de l'OCDE, on fait des économies à terme qui sont de l'ordre de 5 milliards d'euros, avec un gain de vie en bonne santé, donc sans maladie chronique ou grave, de 8 mois. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'en matière de politique publique, la question de la prévention est plutôt sympa parce que c'est une politique qui n'est pas punitive. Tu évoquais tout à l'heure, Olivier, les ajustements en matière de finances publiques qu'on allait devoir faire sur la santé, enfin qui nous étaient déjà promis. Ce sont des ajustements qui sont punitifs. Alors certains sont sans doute justifiés, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur les transports hospitaliers, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais ce qui est sympa avec la question de la prévention, c'est qu'on fait des économies, mais on améliore aussi la qualité de vie des gens.
Voilà. Donc, ça, c'est du point de vue politique, c'est aussi ce que j'essaie de vendre d'ailleurs au gouvernement, c'est que c'est quand même des politiques qui sont positives, voilà, et qui permettent de faire de l'économie et en même temps du bien-être. Deuxième scénario, où là, pour le coup, on a imaginé qu'on s'alignait sur les meilleures performances de l'OCDE. Donc là, c'est un scénario maximaliste. Là, du coup, on a des dépenses annuelles de santé qui sont réduites de 17 milliards d'euros. Donc, vous voyez que là, le gain est absolument colossal, avec un gain de vie sans maladie chronique qui serait en moyenne de 24 mois. Et je le répète, ces chiffres sont sous-estimés par le fait qu'on a en réalité travaillé sur un nombre réduit d'indicateurs. Donc, vous voyez qu'on est tout de suite sur des économies. Alors, ce sont des économies à moyen terme, mais qui sont des économies absolument, absolument colossales. Peut-être juste un dernier mot avant de vous laisser réagir, Antoine et Olivier, et puis de passer à la discussion sur, en fait, pourquoi on ne le fait pas. Puisque maintenant qu'on a les preuves scientifiques, preuves économiques maintenant, pourquoi on ne le fait pas? Tout simplement parce que les chiffres que l'on donne, ce sont des chiffres qui sont à moyen long terme. Et que s'engager dans ce type de politique, c'est s'engager dans une politique pluriannuelle, avec sans doute un peu plus de dépenses aujourd'hui, pour faire beaucoup d'économies à l'horizon de 3, 4, 5 ans. Et cette logique pluriannuelle, vous savez tous que même si elle est vaguement inscrite dans les textes, en fait, en pratique, on ne l'amène pas du tout en France. Et d'ailleurs, tous nos débats en ce moment sur les finances sociales, on voit bien que ce que demandent les ministres, c'est trouver des milliards tout de suite. Pas demain, mais là tout de suite, en cours d'exercice budgétaire. Là, la politique de prévention, c'est une politique qui nécessite quand même qu'on se pose, qu'on réfléchisse en termes d'investissement, c'est-à-dire qu'on soit capable d'imaginer des amortissements, d'imaginer un ROI qu'on puisse actualiser dans le temps. Donc, un exercice économique qui est très juste et très rigoureux, mais auquel, en matière de santé, on n'est pas du tout habitué en France. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Merci beaucoup, Nicolas, par rapport à la présentation de ces résultats. Des économies colossales avec un schéma moyen. Je retiendrai que celui-là parce que la politique maximaliste, en tant que médecin, je pense qu'Antoine sera d'accord avec moi. Ça va pas être facile de faire accepter par l'intégralité de la population de vivre une vie sans aucun risque, ce d'autant que, à mon avis, on va augmenter assez rapidement le taux de dépression dans la population générale. Mais non, je ce voudrais sont tout de des suite. ordres. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire, grosso modo, je schématise, mais on est sur des ordres de grandeur qui sont compris entre 5 milliards et 16-17 milliards. Voilà, c'est ça ce Ouais. qu'il faut avoir en tête. Non, mais c'est tout à fait colossal parce que c'est ce qui peut nous sauver notre système qui est chroniquement en déficit. Alors Antoine, par rapport à tout ça, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette étude et comment on peut faire bouger les choses ensemble? Merci. Alors, merci Nicolas d'avoir rappelé les points principaux et merci Olivier de cette transition. Moi, j'aime bien l'idée de voir la prévention comme un investissement dans une logique médicale d'abord, parce que c'est vraiment mon regard, et puis parce que c'est un vecteur aussi de transformation dans une logique financière qui a des impacts forts. Et c'est vraiment les enseignements de cette étude. Donc de ça, on a décliné plusieurs séries de propositions. La première, pour répondre à la première conclusion que tirait Nicolas, c'était évidemment d'arriver à aller plus loin dans la définition d'objectifs de santé publique et la création de nouveaux indicateurs de suivi des actions de prévention. Quand on regarde
la composition des indicateurs de soins. Ils sont multiples et c'est normal parce que c'est un secteur qu'on a beaucoup investi. Quand on s'intéresse à la prévention en détail, on voit que dans les grands indicateurs validés sur le plan de l'OCDE, on est assez pauvre pour ces éléments-là. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à aller plus loin dans à la fois ces indicateurs et puis associer des objectifs qui sont chiffrés et qui sont clairs. On le fait déjà dans certains domaines, mais il faut avoir cette vision vraiment globale autour de la prévention. Le deuxième élément, c'est qu'il nous a semblé intéressant d'avoir des expérimentations pour stimuler, favoriser un certain nombre de campagnes de prévention, notamment profiter de la richesse de ce qu'il peut y avoir de vision territoriale. Il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes et de ce point de vue-là, une des idées, c'était d'étendre le cadre des expérimentations actuelles, notamment l'article 51 à la prévention. Et on se félicite qu'elle ait été reprise dans le dernier PLFSS qui ouvre donc la possibilité de porter des programmes d'expérimentation dans ce cadre-là. Donc ça reste un cadre qui est relativement lourd, certains le disent. Néanmoins, c'est quand même une piste très intéressante pour essayer d'ouvrir des nouvelles expérimentations. Dans cette idée-là également, il nous semblait très important d'arriver à fluidifier les retours d'expérience sur les actions qui existent autour de la prévention. Et donc, ce colloque, ces échanges et d'autres moments de travail sur le sujet sont tout à fait importants pour ça, pour arriver vraiment à faire émerger des cas d'usage, des exemples qui sont pertinents et qu'on peut ensuite élargir pour donner vraiment accès à ces programmes innovants à un nombre important d'expérimentateurs, de sites ou de patients / citoyens. Également, ça nous semblait important d'avoir un portage politique renforcé. Le mot prévention est dans le titre du ministre de la Santé, ce qui est une bonne chose. Mais au-delà de ça, on a besoin d'une vision interministérielle. On le voit bien tant les sujets sont nombreux, notamment si on élargit, ce qui me semble essentiel, dans une vision santé globale, entre des sujets qui sont ministère de la Santé, des sujets qui sont agriculture, des sujets qui sont économie. Et donc, d'avoir un responsable ou un délégué, le format évidemment peut être ajusté, en tout cas quelqu'un qui peut piloter dans les administrations et de façon pérenne une stratégie pluriannuelle dédiée à la prévention nous semblait vraiment extrêmement important sur le plan opérationnel pour arriver à déclencher une logique long terme dans ces initiatives. La prévention, c'est également des nouvelles compétences, et ça, je pense que c'est extrêmement important. On a démarré aujourd'hui avec ce dont on dispose, et donc la mise en place, par exemple, de consultations aux âges clés de la vie est un élément important. Néanmoins, il y a deux réalités qui me semblent importantes à prendre en compte dans cette logique-là. La première, c'est qu'aujourd'hui, les études médicales ne forment pas à la prévention ou trop peu. Et donc, il faut absolument qu'on puisse changer ça. Et la deuxième réalité qu'on connaît, c'est que l'offre de temps médical aujourd'hui en France est limitée, ce qui pose évidemment des problèmes d'accès à cette offre. Et donc, se dire qu'on va ouvrir des nouveaux pans d'activité à partir de ces ressources-là, me semble complexe à porter sur le long terme. Donc, on milite vraiment pour la mise en place de nouvelles compétences, de nouveaux métiers qui permettent justement, à travers la création et le renforcement de formations, d'accompagner le développement de ces initiatives de prévention, qu'elles soient évidemment dans les compétences médicales, mais également dans les compétences paramédicales ou des autres professions de santé, dans la mesure où c'est quelque chose qui va être vraiment extrêmement large et pluridisciplinaire. Et évidemment, il faut intégrer, une fois qu'on les a mises en place, et j'espère le plus rapidement possible, ces nouvelles compétences dans tous les plans de prévention qui sont lancés: diabète, tabac, troubles alimentaires, maladies cardiovasculaires, santé mentale, bien évidemment. Et avec une logique pragmatique qui est, une fois qu'on a identifié quelques grands domaines de santé publique qui sont connus sur le plan médical et qu'on a vraiment objectivé maintenant sur le plan financier, d'arriver à pousser en premier ces logiques-là. Et puis, évidemment,
on doit s'intéresser aux enjeux financiers qui sont associés à la création de ces initiatives de prévention. Et donc, on est assez convaincu qu'il y a des gisements intéressants dans la création d'incitatifs financiers qui permettent collectivement et individuellement de s'engager de façon claire dans ces initiatives de prévention. Ça peut être pour certains des monnaies électroniques, pour d'autres des avantages fiscaux. En tout cas, l'objectif de valoriser justement des actions de prévention, notamment dans les grands domaines où on voit que les acteurs vont être essentiels, et notamment le travail, les entreprises et puis les OCAM, sont des éléments qui nous semblent particulièrement importants. Donc, on n'a pas travaillé sur une approche précise et spécifique sur un domaine de la santé, qui peut être le diabète, la santé mentale, la santé des femmes, les addictions, etc. Mais on a voulu vraiment porter une vision globale qui permet de changer de paradigme et d'aller plus loin dans ces logiques-là. Et ensuite, effectivement, dans la mesure où il y a un certain nombre de programmes qui sont lancés et portés par différentes agences, d'arriver justement à avoir un effet de levier sur ces programmes-là et de s'engager vraiment dans la transformation que nous appelons tous pour essayer de réaliser justement les économies qui sont décrites dans cette étude. Donc voilà les grands ensembles qu'on a proposés. On les a évidemment présentés à la représentation nationale et aux différents ministères pour essayer de pousser justement ces sujets-là et de faire en sorte d'avoir un vrai effet de transformation. Voilà les grandes lignes qu'on souhaitait partager avec vous. Et évidemment, tout ça est soumis à vos remarques, questions, critiques, propositions. On sera ravis de discuter tout ça avec vous. Merci beaucoup, Antoine. Je repasse la parole à Nicolas très rapidement, juste pour savoir si pour toi les 9 propositions des acteurs de la French Care vont dans le sens que tu souhaites, sachant que il y a des choses qui sont proprement, on va dire, presque révolutionnaires. C'est-à-dire que quand on parle de pluriannualité, quand on parle de transfert de compétences dans un système comme le système français, ça fait partie des choses que l'on sait, qui sont extrêmement difficiles à mettre en place. Il y a des résistances de la part des acteurs, il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi une autre question derrière qui est est-ce qu'il n'y a pas comment dire, une pointe de financiarisation du système de santé par l'intermédiaire de la prévention, en confiant aux OCAM en particulier ce rôle-là. Voilà, ce qui peut dans le paysage actuel, présenter au moins des axes de réflexion, quelquefois de la part de certains, un certain nombre de freins. En fait, les OCAM, c'est intéressant parce que quand on en parle avec eux, ils nous disent un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire apportez-nous la preuve économique du fait qu'il y a une rétribution pour nous au fait de mener des actions de prévention. Donc déjà, ce que dit Antoine et ce que propose la French Care, c'est-à-dire isoler un peu la catégorie prévention dans les frais de gestion, je pense que c'est une excellente idée, je pense que c'est original et que c'est très bien de faire ça. Après, alors moi, je ne veux pas pousser les OCAM à la consommation. Enfin, si, je veux bien d'ailleurs, hein, mais il faut qu'ils fassent des études sur, en effet, ce que peut leur apporter, je ne sais pas moi, une campagne de vaccination ou un dépistage de l'hypertension ou du diabète, etc. Voilà, donc là, parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas de preuves, mais en fait, ils n'ont pas de preuves qui n'ont pas la preuve, en fait, parce que ce sont des sujets qui n'ont pas encore été véritablement investigués. Et puis, un autre argument que je leur donne aussi, c'est de dire, en fait, vous dites en permanence que vous êtes de plus en plus en concurrence, que les entreprises peuvent changer de contrat collectif, etc. Bah, si vous proposez de la prévention, c'est aussi un service. Ce n'est pas simplement un moyen de faire des économies, mais c'est aussi un service que vous offrez dans une palette dont je comprends de toute façon, une palette de services qui a la vocation à s'étendre. Donc, je vais le dire un peu brutalement, hein, mais moi, quand il y a ce débat qui revient tous les 3-4 ans sur le tout sécu, l'utilité des OCAM, moi, je défends toujours les OCAM et je continuerai de les défendre. Mais en matière de prévention, je trouve que l'assurance maladie fait plus et mieux que les OCAM. Donc, il y a quand même un sujet.
Et donc, je pense que les acteurs privés, là, doivent se bouger un peu plus. Après, deux petites remarques par rapport à ce que propose la French Care Antoine. Donc, je suis complètement d'accord, hein, bien évidemment, avec toutes ces propositions. Juste, ce ne sont pas du tout des nuances, hein, mais des limites. Sur la question d'expérimentation, oui, bien sûr, comment ne pas être d'accord, mais vraiment, débureaucratisons l'expérimentation. Hein. Parce qu'en fait, le problème de l'expérimentation, déjà le thème d'expérimentation, en fait, devrait nous alerter, hein, parce que expérimentation, ça renvoie à quelque chose de dérogatoire et donc à quelque chose qui est interdit. Donc, voilà, ça nous dit quelque chose sur le système français. Mais bon, je suis évidemment d'accord avec Antoine. Mais vraiment, il y a eu un article de Julien Damon dans Le Point il y a quelques semaines, alors qui ne portait pas spécifiquement là-dessus, hein, mais qui portait plus généralement sur les questions de simplification dont on parle beaucoup. Et le point de cet article qui est excellent, c'est de dire il faut commencer par simplifier la simplification. Il faut débureaucratiser la bureaucratie. Hein, c'est quand même le premier sujet. Sachant que le ministère de la Santé est plutôt… Voilà, je travaille sur pas mal de ministères. Voilà, c'est pas l'éducation nationale, mais c'est pas Bercy non plus. Hein, donc, voilà, on peut faire des choses. Et sur la nomination d'un délégué interministériel, oui, là encore, bien sûr, parce que c'est complètement transversal. Alors, d'ailleurs, le fait que la nouvelle ministre, Catherine Vautrin, d'ailleurs, ait pour le coup, dans son portefeuille, le travail et la santé, ça n'a pas été fait pour ça, mais ce n'est pas idiot. Pour le coup, là, il y a peut-être un coup à jouer. Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, ce que disent les ministres, c'est que quand on veut évacuer un sujet, on le renvoie à l'interministériel. Donc, je suis entièrement d'accord du point de vue théorique. Je sais, voilà, je sais aussi qu'en fait, il faut que ce soit dans notre système français qui est très complexe, qui est très bureaucratisé, il faut de toute façon que ce soit un sujet porté politiquement. Oui, c'est un peu du corporatisme ministériel d'ailleurs quand on entend ça. Alors on va passer maintenant aux questions, à moins qu'Antoine tu aies une réflexion encore. Autrement, Non, on je pense passe que au ce qui est intéressant, c'est de vous entendre tous et réagir sur à la fois les données et puis les propositions. Alors, Anne de Dan, à chaque fois que vous vous présentez, vous dites en quelle qualité vous parlez? Moi, je vous connais Bonjour, tous, mais… Anne de Dan. Moi je parle en ma qualité, ce qui en soi est suffisant. Oh non, pour rigoler. Non, juste, vous avez dit, hein, on a le consensus scientifique, on a maintenant la preuve économique, on a le fait que ce ne soit pas punitif. Alors comment expliquer qu'on n'arrive pas à convaincre les politiques qui cherchent des milliards partout à le faire? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à dire à monsieur le maire que les 50 milliards que vous cherchez, j'en ai déjà en gros entre 5 et 17, on va dire 10 ensuite. Comment vous expliquez ça? À part par l'agenda politique qui fait qu'effectivement la prévision servira le ministre dans 3 ans, 10 ans, pardon. Comment on Ah, mais fait? là, alors là, je vais vous dire, la réponse est très simple. Alors déjà, première chose, ce n'est pas directement votre question, mais si j'en parle au ministre de l'économie, de toute façon, il va me dire que c'est pas… Enfin, en fait, le problème de ce sujet, c'est qu'il est justement interministériel, c'est-à-dire qu'il concerne l'économie et la santé, et que Bercy et le ministère de la Santé se parlent pas beaucoup et se font un peu peur l'un l'autre, parce que Bercy trouve que la santé, grosso modo, c'est un truc… qui coûte cher avec énormément de fonctionnaires, qui n'est pas très efficace et ça les agace. Et la santé voit Bercy comme un truc qui est de toute façon une machine à faire des économies et à dégrader la santé. Enfin, je caricature, mais enfin, il y a quand même un peu quelque chose de cet ordre-là. Mais pour répondre sur le fond à votre question, le problème, c'est que les économies que cherche le gouvernement, c'est des économies pour tout de suite. Et là, moi, je vous parle d'économies pour demain. C'est ça notre difficulté. Et donc, il faut qu'on arrive… C'est pour ça que j'évoquais la question de la pluriannualité, qui est un sujet lancinant en santé, parce qu'on a exactement le même sujet quand on parle de la recherche ou d'industrie. Vous voyez, c'est toujours ce même type de sujet. Et donc, il faut qu'on arrive à expliquer que l'idée, c'est de dépenser 1 aujourd'hui pour faire 3 d'économies demain. Et que le bon calcul, c'est un calcul, alors que toutes les entreprises font, hein, enfin, calcul basique d'actualisation de la valeur d'investissement. Voilà. Mais, et donc, il faut qu'on entre dans cette logique. Donc, la difficulté, elle est là, en fait. Vous voyez ? Je sais bien, mais on n'a pas la solution. L'analyse, on la partage totalement. La pluriannualité, c'est évident. Mais je vais vous dire. Ah, mais alors la solution, elle est très très simple. Hein. Il n'y en a absolument qu'une, c'est qu'on soit très très nombreux à le dire tout le temps.
Il n'y a absolument rien d'autre. Ouais, c'est fatigant de se répéter. Ouais. Merci. Ça fait quand même depuis très 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 longtemps qu'on demande une pluriannualisation, en particulier de la loi de financement de la sécurité sociale. Mais quand on voit qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de stratégie nationale de santé, alors qu'on a des plans régionaux de santé dans les différentes ARS, donc on met un peu la charrue avant les bœufs en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le budget, on a déjà les actions à faire. Au niveau régional, on ne les a pas au niveau national. Enfin bon, c'est assez particulier comme gestion. Juste un petit mot, hein. L'assurance maladie quand même fait des trucs maintenant. Ah, l'assurance maladie fait des choses. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Non, donc il faut faire être honnête. Prévention. Hein. Ouais. Non, mais ça, notamment avec Antoine, on en a parlé l'autre jour sur la prévention bucco-dentaire, par exemple, qui est un très gros sujet. Il y a des choses. Hein. Et puis le levier qui arrive, on ne l'a pas abordé là, mais qui va être un levier puissant s'il est vraiment investi, c'est l'utilisation de mon espace santé qui permet à terme d'avoir des objectifs de prévention personnalisés. Et donc là-dessus, je sais que Marguerite Cazeneuve est très investie pour en faire vraiment un outil de transformation et qui permette à la fois d'aller cibler plus facilement des populations à risque, de porter des programmes de prévention personnalisés. Et puis, et là aussi, c'est un élément, je pense, extrêmement important dans la vision aussi de la prévention, qui soit garant du modèle d'égalité d'accès à la santé, qui est vraiment fondateur de notre modèle social. Donc, il faut garder aussi cette idée-là dans les initiatives prévention qu'on poussera. Tout à fait. Et quand on voit ce que sur la vaccination en particulier, la politique vaccinale et le suivi des vaccinations en population générale, ce que peut apporter l'espace santé, à mon avis, mon espace santé, à mon avis, il y a vraiment des choses à faire. Alors, Jean-Paul. Oui, merci. Je ne peux pas mettre ma caméra, mais ce n'est pas grave. Alors, 2 remarques et une question. La première remarque sur la question d'Anne Dehaene. Je pense que la seule solution, probablement, puisqu'il y a un consensus politique, on peut le dire, serait d'arriver à avoir une loi de programmation sur plusieurs années sur la prévention, en le sortant du débat actuel d'une politique d'économie de Bruno Le Maire. Je crois que ça, ce n'est pas la bonne piste. Il faut au contraire sortir de ça et, dans le cadre d'un consensus politique, partir sur quelque chose qui nous sorte de ce rapport au temps qui nous pénalise autant. La deuxième remarque, c'est sur les OCAM. Tu as raison, Nicolas, je pense que c'est un enjeu majeur pour pour que les OCAM continuent à exister et qu'ils soient justifiés vis-à-vis de la population française. Certains le font, ne l'oublions pas. Je reparle souvent de cette initiative que j'avais prise quand j'étais président de la CSNF, de monter une vraie consultation de prévention avec Clésia, qui existe. C'est pour les routiers, c'est sur une niche, mais c'est extrêmement intéressant et on va commencer à étudier les résultats d'impact de ces consultations de prévention. Ma question porte sur la vaccination. Alors, j'étais très étonné, Nicolas, quand tu dis que la France est un bon élève sur la vaccination antigrippale. Je ne sais pas de quand datent les chiffres, mais n'oublions pas que nous avons perdu à peu près une dizaine de points de vaccination sur les populations à risque de plus de 65 ans, puisqu'on est passé de chiffres qui flirtaient avec les 60% de la population concernée qui était vaccinée en vaccination antigrippale à moins de 50. Ça, c'est l'impact Covid et c'est l'impact des fake news anti-vaccination. Et quant au papillomavirus, c'est un désastre, c'est une catastrophe. Enfin, on est à 8%, alors qu'on devait arriver avec les prévisions les plus pessimistes à 20-25%. Donc, on a un vrai problème. Est-ce que dans ce contexte-là, alors déjà, je ne comprends pas ce côté bon élève sur la vaccination antigrippale, et deuxièmement, est-ce que dans ce contexte-là, il ne faut pas accompagner, alors ça pourrait être le rôle du délégué général, hein, dans une logique ouanaise, il ne faudrait pas accompagner d'une campagne contre les fake news qui font extrêmement mal, en particulier dans les réseaux sociaux. Et sur ce thème de vaccination, c'est absolument typique. Ouais. Alors, sur la grippe, je vais te demander 5-10 minutes pour répondre parce que c'est dans l'étude, mais il faut que je regarde, donc je ne veux pas te dire de bêtises. Mais j'ai déjà un élément de réponse, hein, c'est que les éléments qu'on donne sont des éléments comparatifs. Donc,
toi, évidemment, tu trouves à fort juste titre que, enfin, il est clair que la vaccination contre la grippe a baissé depuis le Covid, mais je pense que c'est quelque chose que malheureusement on doit retrouver dans les autres pays, et donc comme les résultats sont comparatifs, voilà, peut-être que ça. Mais je vais vérifier ce point et je te le dirai avant la fin de notre réunion. Alors sur les fake news, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a une très bonne initiative à prendre, qui à mon avis d'ailleurs pourrait être une initiative au niveau européen. Je pense qu'il y a un truc à imaginer par le ministère de la Santé qui peut être assez sympa, une espèce de comité, comment dire, pas de comité scientifique parce que ça rappelle le Covid, et surtout je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas que des scientifiques dedans. Je pense qu'il faut qu'il y ait des influenceurs, des artistes, quelqu'un comme Thierry Lhermitte par exemple qui est très engagé dans la lutte pour dans la recherche médicale, qui est parrain de la Fondation pour la recherche médicale et qui est aussi très. Enfin voilà, je pense qu'il faut des profils très diversifiés. Enfin, j'imagine à peu près le type d'initiative qu'on peut prendre, et je suis 1000 fois d'accord avec toi. Et sur le papillomavirus, tu as 1000 fois raison, on est très mauvais, ça progresse pas. Il y a des défauts d'information, c'est-à-dire qu'on le voit bien dans les enquêtes, les parents ne savent pas du tout pourquoi les garçons, par exemple, doivent se faire vacciner. Donc, 1000 fois d'accord avec toi. Enfin, je ne sais pas si Antoine, tu as un diagnostic là-dessus. Non, je suis d'accord, évidemment. Et sur les fake news, c'est un vrai problème aussi enfin, sur toute la politique vaccinale, il y a un problème, c'est qu'à partir, c'est l'exemple type le contre-exemple type à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on essaie de faire des économies sur la vaccination et sur la politique vaccinale. Je salue au passage la recommandation du comité technique de la vaccination concernant les infections invasives à méningocoque, parce qu'elle est à marquer d'une pierre blanche. Ouais. Avec Méningo, qui est une coalition qu'on a créée, je dois reconnaître qu'on était assez content du résultat, mais on va se retrouver dans un accès au vaccin qui sera classiquement celui de la France en ce qui concerne les produits de santé, c'est-à-dire qu'on est classé derrière la Slovénie en ce qui concerne l'accès au marché pour les nouveaux médicaments et les innovations. Donc, si on fait une politique vaccinale, il faut faire une politique vaccinale en y mettant les moyens. Il faut investir pour ça. Et c'est la question que vous souleviez tout à l'heure. L'investissement, à l'heure actuelle, c'est une notion qu'on n'arrive pas à comprendre au 14 Ségur. On a un ministre de la dépense de santé. On n'a pas un ministre de la Santé et de la Prévention. On a des plans comptables. On a une direction de la Sécurité sociale qui ne sait pas investir. Il va falloir qu'on sorte de cette logique. Quand je vois qu'à l'heure actuelle, on annonce sur les ALD de la part du ministère de la Santé un contrôle renforcé, et que c'est Bruno Le Maire lui-même qui annonce que non, on ne touchera pas aux ALD, c'est quand même une bonne chose, et qu'on vérifiera les IJ, ce qui est aussi tout à fait une bonne chose. Je pense que la politique de santé à l'heure actuelle, j'aurais plutôt tendance à la voir à Bercy sur des décisions comme ça qu'à la voir au 14 du Ken. Hein. Je suis désolé, mais franchement, j'ai été très étonné de la prise de position de Bruno Le Maire ce matin là-dessus. Et les ALD, ça participe aussi comment dire, d'une politique de santé en termes de prévention, parce que à partir du moment où on est sur des pathologies chroniques, il va falloir qu'on puisse faire avancer les choses de manière cohérente dans le long terme, et pas simplement dans une démarche qui est une démarche de remboursement de médicaments ou de remboursement d'actes médicaux. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je reprends juste la parole de Jean pour répondre à Jean-Paul sur la question de la grippe, puisque Guillaume m'a envoyé l'information. Donc en fait, là où on surperforme, c'est sur les personnes âgées de plus de 65 ans. On est à 60% de vaccinés en France. Alors les données, tu as raison, sont les données de 2020, donc c'était avant le Covid, mais on était à 60% en France contre 53% dans les pays de l'OCDE. Donc on reste en dessous de l'objectif de l'OMS, qui est à 75%, mais on est quand même mieux placé que les autres. Et là, actuellement, on est à 48%. Oui, alors voilà. Mais j'imagine que 2023. Ça a dû baisser partout. Oui, bien sûr. On a eu une très mauvaise année en ce qui concerne la vaccination grippale l'année dernière. Ouais. Alors, question suivante. Gérard Dubois.
Gérard? J'essaie de me… Voilà, je crois que je suis connecté. Alors, je suis très heureux qu'on parle de la grippe, puisque j'ai passé les années 80 comme responsable de la prévention à la CNAM, et j'ai profité d'une position particulièrement intéressante, puisque ce poste n'existait pas, et que j'ai passé 10 ans à éviter la tutelle ministérielle en restant tout à fait dans les clous et dans les règles. Alors, notamment, ça m'a permis de mettre en place le système de prise en charge envoyé pour la vaccination grippale, qui a été mis en place sans avoir été testé et qui a été un succès extraordinaire, puisqu'on est passé de un quart de vaccinés chez les personnes très âgées à plus de 60%, on était même arrivé à 70%. Je voudrais simplement indiquer que à l'époque, la promotion de cette vaccination était vers les personnes âgées, c'est-à-dire que l'objectif, c'était d'éviter la mortalité et non pas la vaccination des actifs pour avoir un intérêt économique immédiat. Et cet objectif était exprimé clairement en disant l'objectif, c'est un investissement pour diminuer la mortalité, donc en coût-efficacité et non pas en coût-bénéfice. Voilà. Donc, c'était extrêmement important pour un organisme comme l'assurance maladie de faire cette déclaration. De plus, j'avais obtenu que la promotion, ce qui entourait le lancement de cette vaccination grippale, se fasse avec le groupe d'études et d'information sur la grippe constitué des experts connus sur le sujet, de tous les fabricants de vaccins, je dis bien tous, qui étaient sur le marché français, donc ça ne posait pas de problème particulier, et avec une conférence de presse annuelle qui avait lieu dans un des pays de l'Union européenne. Donc on avait une promotion annuelle qui fonctionnait très très bien, avec une information annuelle des journalistes santé qui étaient très présents. Et si on allait à l'étranger, c'est pour qu'ils ne puissent pas venir une heure et s'enfuir ensuite. Ils restaient et notamment pouvaient échanger avec les autres. Le ministère, au bout de quelques décennies, a préféré tirer la couverture à lui et on voit tout à fait le résultat immédiat. À partir du moment où c'est le ministère et où c'est un organisme financier, les Français se mettent une pince à linge sur le nez et le système perd en efficacité. Le point, j'ai toujours une difficulté, quand on parle de la prévention en général, on parle rarement des soins en général. C'est multiple, c'est extrêmement divers. Si on parle vaccination, si on parle dépistage, c'est des choses très différentes et j'ai dû travailler sur ces ensembles. Et même si on parle dépistage, vous avez cité le dépistage du cancer colorectal, je me suis battu pour ce dépistage dans les années 80, j'ai perdu parce que j'avais en face de moi des cancérologues qui n'étaient pas intéressés et les gastro-entérologues qui étaient moyennement intéressés et un chercheur qui voulait absolument que l'évaluation que son étude d'évaluation soit publiée pour donner le démarrage. Conclusion, la France est à la queue et on a perdu énormément de temps. Alors que pour le cancer du sein, les radiologues ont été tout à fait d'accord immédiatement pour le système de double lecture et le dépistage du cancer du sein a pu être mis en place extrêmement rapidement. Donc on voit ces situations extrêmement différentes avec des mots aussi simples que vaccination, dépistage. Et pour prendre encore dépistage, le cancer du col de l'utérus dont vous avez parlé, le professeur Denoy, qui était DGS il y a très longtemps, il y a des décennies, comme rien ne se faisait en ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l'utérus, a décidé de mettre ce dépistage à la nomenclature. Et à partir du moment où on le met à la nomenclature, on ne peut plus le gérer. On ne peut plus mettre en place des modalités d'organisation comme on a pu le faire pour le cancer du sein, par exemple. On a pu mettre en place des modalités d'organisation particulières avec un financement particulier. Et pour le cancer du col de l'utérus, ça n'était pas possible. Et on a une situation qui reste pas si bonne que ça. Elle n'est pas très, très mauvaise, mais on pourrait faire beaucoup mieux avec le nombre de dépistages qui sont faits. Et pour ne pas prendre la parole trop longtemps, je voudrais simplement indiquer aussi que les maladies infectieuses, c'est 2-3% des décès. Mais c'est le résultat d'une politique active qui a été mise en place pendant des décennies et parfois le barrage cède. On l'a vu avec la pandémie et il y en aura d'autres. Bon, on a vu comment on était bien préparé pour la pandémie Covid et je pense que je doute même qu'on puisse être mieux préparé pour la prochaine, contrairement à ce qu'on raconte. Bon, parce qu'on aura toujours des objectifs financiers forts. Mais ce qui est clair, c'est que ce sont les maladies non transmissibles qui sont en face de nous, ce sont les maladies chroniques,
Et ce paquet de maladies chroniques, on a en tête, vous les avez cités, le tabac, l'alcool, l'alimentation. Ce sont des produits industriels. On a en face de nous non plus des pandémies naturelles de maladies infectieuses, on a des pandémies industrielles, de l'industrie du tabac, de l'industrie de l'alcool et de l'industrie alimentaire. Et là, ce sont des modalités qui sont très différentes et pour lesquelles il faut avoir, je dirais, dans le domaine de la santé publique, des modalités d'action différentes. Et je ne vais pas entrer dans le détail. Et simplement pour dire qu'il faut bien parler de pandémie industrielle et pas de comportement. Parce que si on utilise le mot comportement, on fait porter la responsabilité sur la victime, alors que le responsable, c'est le produit. Bien sûr, les deux ont une responsabilité, mais le mot comportement fait porter la totalité de la responsabilité sur la victime. Je préfère pandémie industrielle, où là, très clairement, on peut avoir un ensemble de responsabilités, mais l'industrie a évidemment une responsabilité. Et le dernier point, c'est qu'avec l'informatisation, parce que un espoir que je pouvais avoir, c'est l'évaluation multifactorielle des risques pour une éducation sanitaire personnalisée. Parce que dire il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut bien manger, etc. On a eu la réaction tout à l'heure de dire finalement, je vais déprimer et voire même me suicider. Par contre, dire pour vous, ce qui est important, c'est cela, c'est ce point-là. Ça a été fait, ça a été évalué. J'ai un papier extrêmement ancien sur le sujet. On peut même montrer à la personne le gain en espérance de vie qu'il peut espérer avec les différentes modifications d'espérance de comportement notamment. Je reprends le mot comportement, mais on voit très bien qu'individuellement, souvent, il y en a un ou deux qui pèsent très lourd et c'est ceux-là sur lesquels il faut investir et non pas sur ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Voilà, je m'arrête là. En tous les cas, merci beaucoup pour ces études qui sont tout à fait importantes et tout à fait intéressantes. Nicolas, Antoine? Non, merci de ces commentaires. C'est évidemment important de s'inspirer de ce qui a été fait précédemment. On l'a dit, hein, il y a des actions qui ont été entreprises et donc il faut capitaliser là-dessus. Après, moi, je suis assez convaincu des enjeux de responsabilisation de chacun. Et donc, c'est le partage d'informations, le partage d'objectifs dans une logique vraiment d'accompagnement positive. Un domaine dans lequel on n'a pas de statistiques, je reviens au premier point qu'on a évoqué et qu'a évoqué Antoine aussi tout à l'heure, ce sont les dépistages non organisés. Ce qui est dommage parce que ce serait très intéressant d'avoir des statistiques, par exemple, sur les dépistages du mélanome. Voilà. Et là, on n'a rien. Enfin, on n'a pas de suivi. Je ne parle pas du PSA qui est une catastrophe. Bon. Les dépistages qu'il ne faut pas faire. François Sarkozy. Bonjour à tous et merci Antoine et Nicolas de cette belle étude. Alors d'abord, merci aussi à Jean-Paul Ortiz j'allais partager le même point. On n'est pas bon du tout sur la grippe, pardon, mais on a beaucoup dégringolé. Donc tu as dit très bien Nicolas depuis 2020 et cette année, chez les moins de 50 ans, on est en dessous de 30% de couverture vaccinale. Donc c'est assez dramatique. Il y a des propositions qu'on peut mettre sur la table qui ne sont pas inintéressantes. Il ne faut pas oublier que la prévention, c'est un investissement à court terme pour un bénéfice à long terme, vous l'avez très bien dit, sauf pour la prévention, la vaccination des maladies infectieuses, des épidémies infectieuses respiratoires. Et on est plusieurs à travailler dessus et on voudrait proposer de faire évoluer les recommandations, notamment de créer un bouclier vaccinal, parce que si on se vaccine contre le Covid et pas contre la grippe, le bénéfice de la vaccination Covid, on va le perdre si on est hospitalisé pour la grippe. Donc ça c'est un premier point. Tout le monde n'est pas d'accord visiblement, mais je pense que c'est Non, je ne sais pas si. Je pense que c'est une conversation qui est connexe, mais je ne pense pas que ce soit un jugement de valeur par rapport à ce que tu dis. D'accord, merci. Si c'est possible de couper j'en profite, si c'est possible de couper les micros, ce serait pas mal. Donc, c'est le premier point, parce que le bouclier vaccinal, ça, c'est un retour sur investissement à court terme sur les visites aux médecins, sur les hospitalisations. Enfin, bref, c'est pas la peine, c'est tellement évident, c'est pas la peine d'en parler. Et sans doute de changer les recommandations vaccinales en diminuant l'âge de la recommandation pour que ce soit plus homogène. Deuxième, qui était une question, parce que j'ai eu la chance de voir ton rapport qui est formidable, comme toujours, mon cher Nicolas.
Et on voit bien que les gains, les économies potentielles sur les modifications de comportement, vous les avez fait porter sur la diminution d'apparition des maladies chroniques. Mais il y a un gain à encore plus long terme, donc c'est sans doute une sous-estimation. C'est que si on a moins de maladies chroniques, on en avait parlé ensemble avec Antoine, on aura moins de perte d'autonomie. Parce que la perte d'autonomie n'est pas obligatoire. La perte d'autonomie, c'est bien sûr, on est plus à risque de perdre son autonomie lorsqu'on est en surpoids, lorsqu'on a une obésité ou un syndrome de fragilité ou des maladies chroniques. Et je me demandais si on ne pouvait pas, on attend toujours la loi bien vieillir, mais elle a l'air quand même d'arriver, peu ou prou, si là, ce n'était pas aussi une façon de rentrer. D'abord, c'est une bonne incitation aussi, parce que l'ensemble des Français veulent garder leur autonomie. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais c'était sur ce point de perte d'autonomie. Est-ce que vous avez déjà inclus ça dans les économies potentielles ou est-ce que c'est un surplus d'économies potentiellement géré qui est énorme, hein. La perte d'autonomie coûte 24 milliards, on en a parlé ensemble, Nicolas, 24 milliards par an à l'heure actuelle. Écoute, non, mais c'est deux idées grandioses, hein, le bouclier vaccinal. Alors, tu as déjà tout à fait raison de dire que ça permet de faire des économies tout de suite. Ça, je trouve que c'est une idée qui est très forte et que j'avais pas, enfin, qui est juste, mais que j'avais pas bien vu. Et sur la question de l'autonomie, tu as raison. Je pourrais aussi ajouter la question qui est de plus en plus étudiée, enfin pas assez, mais qui est celle des pathologies mentales aussi, hein. On sait très bien, par exemple, que l'exercice physique a un rôle protecteur contre un certain nombre de pathologies mentales. Peut-être les vaccinations aussi, puisqu'on est en train de se rendre compte qu'un certain nombre de pathologies mentales sont liées à des agents infectieux. Et donc, voilà, il y a tout un champ, tu as tout à fait raison, qu'on n'a pas encore pris en compte dans l'étude. Donc, à creuser. Oui, 1000 fois d'accord avec toi. Juste pour abonder, si tu permets, Olivier, dans ton sens, il a été montré que la grippe était un facteur de risque cardiovasculaire. Un facteur de risque cardiovasculaire, hein, et c'est absolument démontré. Et on a montré aussi l'impact de la grippe sur la perte d'autonomie. On travaille beaucoup avec Olivier Guérin là-dessus, en termes de décrochage. Je fais attention au temps, je suis le gardien du temps et je sais que Antoine a comment dire, un impondérable à 9h55 et donc je voudrais qu'on puisse passer aux autres questions. Jacques, on va avoir deux Jacques les uns après les autres. Jacques Fiorentino d'abord et Jacques. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Moi, je suis donc Jacques Fiorentino, je suis médecin et j'ai été impliqué depuis des décennies dans la prévention, en particulier dans le monde pédiatrique, mais pas seulement. Alors moi, j'ai deux questions. D'abord, premièrement, pourquoi ne prenons-nous pas le modèle, je dirais, de la pédiatrie pour l'adapter, pour le projeter sur la personnalité adulte, parce que c'est quand même un modèle avec tous ces dysfonctionnements, mais qui reste un modèle intéressant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est, je connais, je suis impliqué dans les centres de prévention, dans les centres où on fait des bilans de prévention de la CPAM, ou qui sont extrêmement intéressants, puisque ça existe depuis des décennies, dans lesquels des études ont été menées, sauf qu'elles ne disposent pas ni de moyens, ni de médiatisation. Voilà mes deux questions. Nicolas, Antoine? Là, je laisse Antoine. Je pense que c'est plutôt pour Antoine. Oui, non, sur le dernier point, merci beaucoup de ces remarques. Ce que je disais tout à l'heure sur l'utilisation de mon espace santé, à mon avis, va être un élément qui va permettre de déployer et de faciliter ces initiatives, à la fois en identifiant et en communiquant plus simplement avec les cibles, entre guillemets, voulues. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que l'utilisation de stratégies basées sur la donnée va être, à mon avis, un élément qui va permettre d'être un levier extrêmement intéressant de compréhension justement de patterns, de schémas ou de cibles supplémentaires qui pourront fluidifier ça. Sous réserve évidemment qu'on soit capable de les déployer rapidement. Donc là, tout est dans la montée en charge qui avance réellement, hein, de mon espace santé et le déploiement des outils qui sont associés à ça, c'est-à-dire la capacité d'analyser réellement les données qui sont générées et d'en faire des vrais outils et des leviers de prévention. Et puis évidemment, tout ça derrière fonctionne si on a mis en place tous les centres qui permettent d'accueillir les patients, de faire les mesures ou les outils éventuellement
type objets connectés, etc., qui seront les collecteurs ou pourvoyeurs de données associés. Donc, il y a encore un peu de travail, mais par contre, on a un outil qui a un potentiel formidable pour justement vraiment passer à l'échelle, moi, je trouve. Jacques Bonte. Jacques Bonte, donc moi je suis pharmacien retraité maintenant officiellement. En fait, je rejoins un peu ce que disait François, je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin. Une réflexion que me faisait Jean-François Dartigue il y a quelques années en disant la prévention, ça marche chez la personne quand elle perçoit l'équilibre favorable entre l'effort qui lui est demandé et le bénéfice qu'elle va recevoir. Et effectivement, ça rejoint ce que disait François avec la vaccination. Et du coup, la vaccination, je me demande si, je crois que c'est en Angleterre que les vaccins sont disponibles chez les médecins. Et donc, le patient vient, le médecin prend dans son frigo et vaccine. L'expérience de l'utilisateur est simplifiée. Nous, on est obligé de passer par la case pharmacie pour apporter le vaccin au médecin qui va vacciner. On complexifie le système. Pourquoi ne pas mettre en place ce qui vient d'être fait, par exemple, pour les produits de contraste en radiologie, où maintenant les produits de contraste en radiologie sont directement disponibles chez le radiologue? Oui, alors ça, je me permets d'intervenir, Nicolas, mais tu pourras commenter évidemment, mais c'est une évidence. On a un très fort enjeu à travailler sur le design utilisateur. Donc, l'exemple que vous donnez avec les produits de contraste, c'est exactement celui que j'allais mettre en avant et ça me paraît essentiel. Quand on pense parfois aux étapes de complexité pour les patients ou les citoyens, quand on parle de prévention, il faut sortir complètement de tout ça. Et on a d'ailleurs beaucoup de projets en France, moi j'en ai vu 2 ou 3, qui se basent sur cette logique-là, en inversant vraiment la polarité de vision des programmes de prévention et en se plaçant évidemment dans une logique qui fait du sens sur le plan médical, mais qui favorise justement la simplicité et le parcours de chaque personne qui vient dans des programmes de prévention. Pour l'instant, il y a quelques programmes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est le regard justement de personnes extérieures à la santé qui s'intéressent à ça avec une expertise reconnue dans le design utilisateur pour dire bah, moi, je vois de l'extérieur et avec mon regard ces sujets-là. Et en fait, je vais prendre les choses complètement à l'inverse pour faciliter l'accès, pour faciliter l'expérience, pour faciliter le parcours à chacun des citoyens. Donc moi, je crois beaucoup à ces éléments-là. Et donc, on ne pourra pas passer à l'échelle, sortir de la question dont on parlait tout à l'heure, des incitatifs, des comportements, etc., si on n'a pas cette réflexion centrée sur le citoyen. Et je ne dis pas le patient, parce qu'on ne parle pas forcément de patient quand on est en prévention primaire ou secondaire. Et la deuxième suggestion, toujours dans cette histoire de rapport effort-bénéfice, et surtout pour essayer de dégager un retour sur investissement au plus court terme possible, c'est, et là c'était une suggestion, c'était également Jean-François Dartigue qui disait ça, c'était faire un coup de nudge avec un bilan de santé au moment du départ à la retraite. En fait, il explique très bien qu'une personne qui travaille, elle est sur des rails. Elle a une vie qui est régularisée, avec des horaires, avec des repas toujours de la même façon, machin. Elle ne picole pas à la cantine, mais elle travaille elle marche un petit peu après son déjeuner, elle travaille et ainsi de suite. Elle part à la retraite, les rails disparaissent et c'est open bar, entre guillemets. Et dans tous les sens du terme, d'ailleurs, l'open bar, quelquefois. Et du coup, c'est là qu'il y a une détérioration accélérée de la personne âgée qui va présider à une détérioration de sa santé, qui va emmener vers une accélération d'une perte d'autonomie potentielle, comme suggérait François. Si on mobilise les caisses de retraite, et en particulier les caisses de retraite complémentaires, pour mettre en place un bilan de santé, un programme de prévention à ce moment-là, et un accompagnement des personnes, on doit pouvoir dégager un effet de levier très important. Je ne crois pas, par contre, aux OCAM. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 témoignages. Quand j'ai monté Medco, je suis allé voir les complémentaires santé pour l'amélioration de l'observance des traitements antihypertenseurs.
en vision de prévenir les AVC, infarctus du myocarde et ainsi de suite. Je me suis fait rejeter. Ils m'ont dit, vous rigolez, nous, on paye 40% du médicament, vous croyez qu'on va dépenser 100 € pour mobiliser les gens, pour qu'ils prennent plus de médicaments, pour rester plus longtemps non en ALD. Donc, eux, ils sont complémentaires. Donc, le mécanisme économique, il ne fonctionnait pas en leur faveur. L'idée, c'est justement de l'ajuster pour qu'ils prennent une vraie part en complément des actions de l'assurance maladie, je pense. Mais il faut créer cet incitatif. Ils peuvent, à partir du moment où il y a l'ALD qui vient remplacer quand la maladie devient trop grave, ils sortent du système. C'est un bon point. Du coup, c'est pas valorisable. Et l'autre truc, moi, quand j'étais chez… Jacques, oui, je vais te demander parce que j'ai encore deux questions. Les complémentaires santé proposent déjà des programmes d'accompagnement nutritionnel ou des choses comme ça. Le problème, c'est que les souscripteurs ne les voient pas dans les contrats et les mobilisent excessivement rarement. On est de l'ordre de quelques centaines de personnes qui activent un programme sur des millions de souscripteurs. Alors, une réflexion, Nicolas ou Antoine? Non? Non, à la question suivante. Oui, bien sûr. Cécile Pelletier? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Parfaitement. Donc, je me présente, Cécile Pelletier, je suis chargée de mission prévention et promotion de la santé à la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes. Et je suis aussi étudiante en Master STAPS Prévention, Éducation pour la santé et activité physique. Donc, déjà, merci beaucoup pour ce rapport qui est très intéressant. Je viens de le trouver sur Internet, donc je le lirai dans les jours qui viennent. Je voulais savoir justement, en termes d'éducation à proprement parler, si vous aviez étudié les impacts qu'ils ont à long terme sur les enjeux de prévention, c'est-à-dire plutôt une sorte d'éducation à la santé dès le plus jeune âge, parce qu'on le voit, nous on a fait une étude et on a des études de l'Observatoire de la vie étudiante qui montrent qu'il y a beaucoup d'étudiants qui renoncent à des soins juste par manque d'infos. Le chiffre que j'ai pour 2020, c'est 18%, ce qui représente quand même 1,8 million d'étudiants. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez étudié tous ces enjeux vraiment d'éducation à la santé, d'éducation au système de santé, comment il fonctionne, parce que, on l'a dit plusieurs fois, le système est complexe et du coup, on le comprend très peu. On a très peu accès aussi à tout ce qui est bilan de prévention parce qu'on ne sait pas que ça existe. Donc, est-ce que vous avez étudié tous ces points-là? Alors non, parce que c'est un sujet en soi qu'il faudrait regarder. Mais vous avez 1000 fois raison, il y a aujourd'hui quand même un angle mort avec la prévention chez les plus jeunes. Alors, même si je vais carrément chez les enfants, vous savez que le président de la République a demandé au moment de sa réélection, juste après sa réélection, c'était dans son programme, à ce que à l'école, en fait, tous les enfants commencent leur journée par une demi-heure d'exercice physique. Ce qui n'est pas une mauvaise idée sur le papier, mais là encore, on se heurte toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de suivi de cette mesure, ni d'évaluation de la mesure, ce qui est dommage. Alors là, c'est le ministère de l'Éducation nationale, il ne faut pas faire de mauvais esprit, mais qui est encore pire que le ministère de la Santé, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, si vous pouvez aider pour faire pression pour qu'en effet, ce type ce soit mesuré, c'est-à-dire qu'on sache tout simplement déjà combien de classes le pratiquent. Voilà, on va commencer par ça. Est-ce que c'est 80%? Est-ce que c'est 10%? On n'en a absolument aucune idée. Moi, je suis persuadé que c'est une mesure qui peut avoir des impacts extrêmement puissants, pas simplement en termes de santé d'ailleurs, de commencer la journée par une demi-heure d'exercice physique. Je pense en tout cas que ça mérite d'être regardé. Et en fait, on n'a rien là-dessus. Donc, je vais complètement dans votre sens, de ce que je comprends en tout cas de votre question, c'est-à-dire qu'il y a en effet là un angle mort qu'il faudrait étudier de façon beaucoup plus précise. Et peut-être juste sur ce point, parce qu'il y a eu quelques discussions en parallèle sur le chat, sur la partie scolaire et enseignement supérieur, il faut qu'on change complètement de paradigme. C'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui n'est pas un outil de prévention, n'est pas adapté, n'est pas dimensionné pour répondre à ces enjeux-là. Donc, on
connaît tous les difficultés de la médecine scolaire, par exemple, et dans la logique de créer des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, c'est aussi de repenser complètement ces organisations. Et là-dessus, Cécile, vous le savez, vous êtes assez écoutée, les organisations étudiantes, donc n'hésitez pas à pousser ce sujet-là, et on poussera aussi, je pense que ce que disait Olivier et Nicolas, à partir du moment où on porte la même voix, on a plus de chances d'être entendu pour faire évoluer le système. Ah, donc il faut repenser ce système-là. Et c'est la même chose en entreprise, hein, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, mais là aussi, les entreprises, certaines en tout cas, commencent à le comprendre et à s'y engager. La volonté vraiment d'avoir des initiatives qui ne sont pas de la médecine du travail classique, mais des vraies initiatives de prévention. Merci Les beaucoup pour infirmières vos réponses. scolaires, à l'heure actuelle, une infirmière scolaire s'occupe en moyenne de 17 établissements. Donc, vous imaginez le nombre d'enfants que ça peut faire. Et je trouve que cette segmentation entre l'infirmière scolaire et l'infirmière l'IDE, ce qu'on appelle l'IDE, c'est-à-dire l'infirmière diplômée d'État, l'infirmière que tout le monde connaît, peut-être que ce genre de segmentation qui existait auparavant mériterait d'être interrogé pour savoir si on ne peut pas apporter des solutions qui sont différentes en faisant des politiques d'aller vers de la part des médecins Bien sûr. généralistes, de la part de voilà, d'autres, des sages-femmes. Je pense qu'une sage-femme qui s'adresse à une école ou à un lycée en parlant des problèmes de santé sexuelle, c'est peut-être plus accessible d'ailleurs que d'avoir un gynéco qui vient dans une salle pour parler du même sujet. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec Antoine et Nicolas. Si on ne réinterroge pas nos organisations, on continue à aller dans le mur parce que pour le moment, le système n'est pas un système qui est tout à fait efficace. Enfin, n'est pas un système efficace. Je suis désolé de le dire, mais l'efficacité du système de santé est très largement inférieure à ce qui pouvait exister il y a une vingtaine d'années. Caroline Lebeau. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Caroline, je suis déléguée assurance maladie auprès des professionnels de santé. Je travaille pour la caisse primaire de Loire-Atlantique. Je voulais rebondir un petit peu sur des choses qui ont été dites et que je rejoins sur le fait que effectivement l'assurance maladie aujourd'hui fait des choses avec les moyens qu'on lui donne, bien évidemment. Je rebondis également sur ce qui a été dit précédemment par Madame Pelletier sur l'activité physique et sur l'enjeu effectivement de santé publique, du sport plus généralement, mais surtout de l'activité physique adaptée, qui est un sujet qu'on a porté chez les médecins généralistes l'année dernière, hein, puisque c'était un thème prioritaire de la Caisse nationale. Avec malheureusement, bon, on peut déplorer qu'en fin d'année, au moment du vote de la loi de financement, Oui. le petit pas qui aurait dû être fait de prise en charge d'activité physique adaptée pour les patients diabétiques ou atteints de cancer a été malheureusement remise au placard. Et ça, c'est un petit peu dommage. Les médecins généralistes sur le terrain que l'on rencontre tous les jours l'ont franchement regretté. Et puis, une autre chose concernant les examens de prévention en santé qui ont été évoqués tout à l'heure, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans les CPAM, il y a plein d'idées. On territorialise de plus en plus les actions qui sont menées dans la population, notamment au niveau de la prévention. On a des recrutements dans certaines CPAM de chargés de prévention. Donc, on sent quand même qu'il y a une volonté probablement ministérielle d'aller vers un peu plus d'action sur le sujet. Ce qui nous heurte effectivement, in fine, ce sont les moyens humains et bien souvent financiers, puisque lorsque l'on veut mettre en place des actions locales, d'aller vers des populations précaires, les jeunes, puisqu'on travaille énormément sur cette cible, bien souvent, eh bien, on n'a pas d'enveloppe budgétaire, on est obligé de se débrouiller un petit peu, j'ai envie de dire, dans nos caisses primaires, avec toutes les bonnes volontés que l'on a sur nos territoires, les partenaires, les associations caritatives, etc. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y a vraiment prise de conscience terrain. Les médecins généralistes aujourd'hui que je rencontre, au-delà du fait qu'ils soient pas suffisamment nombreux, et malheureusement cette problématique de densité médicale, on la retrouve partout dans notre pays, ont envie de travailler sur les sujets de prévention, mais n'ont ni les moyens, ni le temps. Voilà, donc on mise beaucoup, nous, sur le dispositif des assistants médicaux. On n'en a pas du tout parlé
pendant ce débat. Bon, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui, je pense que la situation est suffisamment délicate et complexe. Pour autant, l'assistant médical, qui est un nouveau métier, reste certainement une corde à notre arc pour commencer à mieux prendre en charge les patients et à aller justement vers ces sujets de prévention, là où le médecin n'a plus trop le temps, malheureusement, de le faire avec ses patients. Ouais, merci de ces retours. Ouais, un élément dont je suis convaincu, c'est que c'est vraiment l'affaire et l'histoire de tous. Donc le message aussi qu'on essaye de passer, c'est que on doit se mobiliser vraiment collectivement. Chacun a son rôle à jouer et des initiatives à porter. Et c'est avec ces petites actions qu'on arrivera à faire un mouvement d'ampleur. En ce sens également, on n'en a pas parlé, mais le président de la République s'était engagé pour les 2 ans de France 2030 à porter une stratégie d'accélération pour la prévention. Elle devrait être annoncée, j'espère, dans le mois qui vient. Donc, il y aura des leviers conséquents en termes de financement, en termes d'action publique, pour engager justement tous les acteurs dans la prévention. Donc, voilà, au-delà des données et des discussions sur la façon dont on peut y aller, il y a aussi un message d'action forte à engager tous ensemble pour vraiment démontrer l'intérêt de ces stratégies-là. Alors, il nous reste 2 questions. On va les prendre ensemble, Antoine, si tu nous permets. Je vais demander à Michel Sala et à Patricia de nous poser leurs questions l'un après l'autre, parce que à 9h55, il faut qu'Antoine nous quitte. Merci, moi ce sera très rapide. Michel Salan, donc médecin chez Cerba Healthcare. On voit qu'on a un système de santé incroyablement bureaucratique et un peu paralysé, et on n'a pas beaucoup parlé des associations de patients dans le rôle de dépistage, pas tellement prévention, mais plutôt dépistage. On a à l'URPS pu faire plusieurs actions en Île-de-France grâce à des associations extraordinairement dynamiques, et il ne faut pas les oublier dans les programmes de dépistage parce qu'ils font des choses. Tout à fait. Oui, absolument. Et Michel, merci de cette remarque très pertinente. Et j'en profite, je l'ai fait au début, mais pour te remercier beaucoup, parce que tu as contribué énormément à la réflexion sur ce domaine et sur cette étude. Donc, j'interviens. Bonjour, Patricia Waddington, agence des départements Yvelines et Hauts-de-Seine pour l'autonomie. Donc, on finance entre autres tout ce qui est conférence des financeurs et donc action de prévention à destination des seniors. Et actuellement, on est en train de mettre en place un outil pour coordonner et suivre le parcours patient de toutes les actions de prévention sur nos 2 départements. Voilà. Donc, c'est plus une remarque qu'une question. Et est-ce que la prévention fait partie fondamentalement des axes que vous voulez voir développés, ou est-ce qu'on reste encore plutôt dans une démarche d'accompagnement ou d'amélioration des prises en charge sur le plan du cure? Non, c'est réellement des actions de prévention qui sont mises en place en coordination souvent avec les CCAS, qui sont sous-traités à des prestataires spécialisés, soit dans le sport adapté, soit dans la stimulation cognitive, soit toutes les actions de prévention qu'on peut avoir. Et là, on est en train de mettre en place un outil pour vraiment suivre l'impact de chaque action de prévention qui sera suivie par les populations. Voilà. Ce sera très intéressant que vous nous partagiez les résultats de ces évaluations, je pense, si c'est possible. C'est prévu, on fait appel à des organismes d'évaluation pour pouvoir ensuite publier. Voilà. Antoine, Nicolas, on arrive à la fin de ce Café Nil. Juste un rappel, le prochain Café Nil, c'est donc mercredi prochain, le 10, avec Yannick Noder, donc, qui est député LR, qui vient de sortir un cri d'alarme sur le système de santé. On parlera plus d'attractivité du territoire et de formation des acteurs. Voilà, j'avais juste cette annonce à faire. Et Antoine et Nicolas, je vous laisse le mot de la fin pour faire la conclusion de ce Café Nil. Bon, non, un tout petit mot très, très rapide. Je pense que cette étude, elle jette les bases de quelque chose qui a complété, en fait, parce que maintenant, il faut vraiment qu'on regarde, c'était un peu en filigrane dans certaines parties d'ailleurs de la conversation, mais ce que peuvent permettre
quel est l'impact économique de telle ou telle action de prévention de façon plus précise et plus ciblée. Donc maintenant, il faut qu'on regarde ça. Et puis surtout, ce qu'Antoine disait, c'est l'affaire de tous. Donc il faut que tout le monde porte ce sujet. Alors ça, j'en suis absolument convaincu parce que c'est quand même évident pour nous, l'intérêt de la prévention. Mais dans notre système, qui est quand même un système qui s'est construit après la guerre comme étant un système curatif, c'est quand même une petite révolution intellectuelle. Oui, merci beaucoup, Olivier, de nous avoir invités à partager ce travail, effectivement, avec cet objectif d'évangéliser un maximum, même si je sais que tout le monde est convaincu. Et donc, la question, nous, qu'on se pose, c'est comment est-ce que derrière, on enclenche réellement des choses et qu'on passe à l'échelle. Il y a évidemment un changement conceptuel, on l'a vu, et notamment, moi, je suis toujours intéressé dans les discussions que tout le monde utilise le terme de patient en parlant de prévention, ce qui montre à quel point on est vraiment contraint dans une logique vraiment très centrée autour du soin. Donc, il y a cette première marche à passer tous ensemble. La deuxième qui est ensuite vraiment la mise en opération. Et donc, il y a on l'a dit, des choses qui sont faites, il y a des choses à faire. Et là, c'est vraiment à tous de nous engager dans cette logique-là. Et puis derrière, de pouvoir évaluer, responsabiliser et afficher mieux qu'on le fait les bénéfices pour chacun individuel pour sa santé, des actions qui sont menées, que ce soit dans la vaccination, dans l'alimentation, dans l'effort quotidien autour des comportements, etc. Donc voilà, vous nous retrouverez à vos côtés pour pousser ces sujets-là. Évidemment, on va continuer à travailler sur ces questions et puis on attend avec impatience la stratégie prévention qui, j'espère, sera un moyen d'action supplémentaire et qui pourra mobiliser largement au-delà des échanges de ce matin. En tout cas, un grand merci pour la richesse de ces discussions et notamment le rappel des initiatives qui ont été lancées pour certaines depuis longtemps et qui donnent une base très, très solide aux futures initiatives de prévention. Eh ben, merci beaucoup Antoine et Nicolas, et on aura très certainement d'autres occasions de débattre sur des sujets qui sont des sujets aussi importants. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux, et puis à très très vite pour un prochain Café Nil. Très bonne soirée, très bonne journée, excusez-moi. On n'en est pas encore à la soirée. Bonne journée à tous et à toutes, merci. Bonne journée à tous.